Les événements se précipitent, si bien que les chefs d'État ou de gouvernement des 27 ont déjà eu besoin de se réunir vendredi dernier à Prague. Ils ont partagé le même diagnostic sur l'utilisation de l'arme énergétique par la Russie, qualifiée de missile tiré sur le continent européen par le président du Conseil européen, Charles Michel. Ils ont aussi partagé une ambition commune de faire baisser les prix des ressources énergétiques qui ont un impact considérable sur l'économie européenne. Mais ils ont constaté aussi leur division sur les moyens d'y remédier, alors qu'il y a urgence à trouver des compromis pour alléger concrètement le fardeau des citoyens et entreprises de l'Union européenne. Sans attendre, l'Allemagne a déjà annoncé, il y a une dizaine de jours, un plan de 200 milliards d'euros pour protéger son économie contre la hausse des prix de l'énergie, une forme de bouclier antimissile national et non européen. Le président Macron s'est engagé à convaincre les autres Européens et donc à surmonter certaines des réticences allemandes sur un mécanisme de plafonnement commun des prix du gaz, servant à produire de l'électricité tout en prévoyant des mécanismes de financement solidaire européens, préservant l'unité du marché unique. Ce travail de conviction a-t-il déjà commencé à produire ses fruits? Madame la ministre, c'est une question. J'ajoute à cela que nous n'avons pas en Europe à pallier aux erreurs stratégiques énergétiques des autres États membres. Le plafonnement des prix ne risque-t-il pas de priver l'Union d'approvisionnement en gaz? Dans quelle mesure peut-on espérer trouver une bonne réponse commune à la crise énergétique qui frappe l'Union? Deuxième enjeu décisif du prochain sommet, l'Ukraine. Alors même que l'Union vient de convenir d'un 8e train de sanctions, nous vivons depuis hier une escalade du conflit, ne parvenant pas à prendre l'avantage après 7 mois de guerre et défiée par la destruction du pont de Crimée. La Russie procède désormais à des bombardements aveugles qui s'apparentent à des crimes de guerre et la Biélorussie menace, encore ce matin, d'ouvrir un front en désignant la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. Quelles mesures l'Union européenne peut-elle prendre pour arrêter ce triste massacre? Les nouvelles livraisons d'armes envisagées sont-elles la seule réponse à apporter? Troisième sujet collatéral, la communauté politique européenne qui a vu le jour à Prague jeudi dernier et réunit 17 États en plus des 27 dont les trajectoires diffèrent radicalement: Norvège, Ukraine, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Serbie, Azerbaïdjan. Que peut-on espérer de cette nouvelle enceinte? Le président Macron l'avait présenté comme une communauté politique, c'est-à-dire une communauté de valeurs. Certains des États participants divergent clairement des valeurs de l'Union. Aussi, je m'interroge sur l'objet de cette communauté qui aurait pu apparaître comme une réponse à l'organisation de coopération de Shanghai, récemment réunie à l'initiative de Vladimir Poutine, si certains pays n'avaient pas participé à ces deux rencontres. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous éclairer sur la vision française de l'avenir de la communauté politique européenne après cette première rencontre? Et je passe la parole à notre rapporteur général du budget, Jean-François Husson. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Après les bouleversements induits par la crise sanitaire apparue en 2020, 2022 devait prolonger le retour à une plus grande stabilité des finances européennes amorcées l'année dernière. Mais la guerre en Ukraine et la crise énergétique en ont décidé autrement, à tel point que plusieurs sujets largement débattus au cours des mois écoulés sont désormais relégués au second plan. Et je pense par exemple et notamment à la question des ressources propres de l'Union. J'ai choisi de concentrer mon intervention sur la question énergétique. Ça ne devrait pas vous surprendre, et plus précisément sur les réponses que les États et l'Union peuvent apporter en termes de soutien financier pour traverser cette crise conformément au champ de ma fonction. Alors, il y a moins d'une semaine, la Commission européenne a proposé aux États membres de mettre en place un plafonnement temporaire des prix du gaz. Pouvez-vous nous en dire peut-être davantage, Madame la Ministre, sachant par ailleurs que la présidente de la Commission a présenté cette proposition, je vais la citer, comme une première étape vers une réforme structurelle du marché de l'électricité. Pour atténuer les effets de cette crise sur les agents économiques, les membres de l'Union ont tous mis en place des réponses nationales jusqu'à l'annonce par l'Allemagne d'un plan de soutien de 200 milliards d'euros, jusqu'à ce qu'ils viennent donc faire prendre conscience du risque de fragmentation du marché intérieur. Une réponse coordonnée à la dégradation des comptes des entreprises les plus concernées par l'augmentation des prix de l'énergie
et les risques de réduction d'activité qu'elle induit vous paraît-elle, à ce stade et en l'état, possible? Enfin, l'ensemble des pays membres s'accordent sur l'objectif de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union en diversifiant ses sources d'approvisionnement en énergie. 20 milliards d'euros supplémentaires vont être consacrés au volet Repower EU, inclus dans l'enveloppe financière du Fonds pour la relance et la résilience, en vue d'aider les États membres à faire face au choc créé par la hausse vertigineuse des prix du gaz et plus largement à la crise des prix de l'énergie. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner davantage de précisions sur leur répartition? Je vous remercie. Madame la Ministre, nous vous laissons la parole, puis ensuite chaque groupe avec son représentant désigné prendra la parole pour 5 minutes et puis on vous laissera répondre au groupe. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. C'est évidemment un grand honneur de me retrouver devant vous ce matin avant de vous présenter, comme de coutume, avant chaque Conseil européen, les principaux sujets qui vont y être traités. Comme vous le savez, c'est pour moi le premier de ces exercices et il se nourrit cette fois naturellement des résultats du Conseil européen informel de vendredi dernier, ainsi que des leçons que nous pouvons tirer de la première réunion de la communauté politique européenne, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président. La présidence tchèque a souhaité réunir les chefs d'État et de gouvernement 2 fois en octobre, en raison des 3 chocs majeurs auxquels nous cherchons ensemble les réponses les plus appropriées. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, que vous avez mentionné, la crise énergétique et enfin la situation économique, puisque ces 2 dernières questions sont évidemment intrinsèquement liées. Par ailleurs, je vais prendre des précautions puisque, comme vous le savez, la situation évolue tous les jours. Et donc, je vais partager avec vous nos positions en amont du Conseil, mais vous me pardonnerez, celles-ci sont évidemment susceptibles d'évoluer à l'aune des événements que vous connaissez et des concertations qui sont conduites en Européens. Je vais commencer par l'agression russe à l'encontre de l'Ukraine, qui sera évidemment au cœur des échanges du Conseil européen, ainsi que la question de la poursuite de notre soutien à l'Ukraine. Et le président de la République l'a indiqué hier suite à son échange avec le président Zelensky. Notre soutien à l'Ukraine et notre détermination à l'aider à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale sont inchangés. Donc nous allons poursuivre et intensifier le soutien politique, humanitaire, économique et militaire. Déjà, à la fin du mois de septembre, l'Union européenne avait répondu immédiatement aux simulacres de référendum qui se sont tenus dans les territoires occupés, en allant plus loin en matière de sanctions. Maintenant, hier, avec les bombardements de plusieurs villes ukrainiennes par la Russie, c'est une escalade et même c'est un changement de nature de conflit, puisque ces frappes visent des infrastructures civiles. Elles sont donc une volonté délibérée de la Russie de frapper la population ukrainienne. Et comme l'a dit la ministre Colonna hier, ces actes sont constitutifs de crimes de guerre et la Russie devra rendre compte. Donc dans ce contexte, évidemment, l'Union européenne va maintenir sa pression sur le régime russe pour l'affaiblir et l'affaiblir durablement. Et cette pression passe par des sanctions. Elle a un objectif clair, c'est d'asphyxier l'effort de guerre russe. Donc le nouveau paquet de sanctions qui vient d'être adopté à 27 contient plusieurs éléments qui vont resserrer les taux sur le régime russe. D'abord, il y a le mécanisme visant à plafonner le prix d'achat du pétrole russe pour les pays tiers qui va contribuer à réduire les revenus énergétiques de la Russie encore un peu plus, tout en maintenant une stabilité des marchés énergétiques internationaux. C'est important dans le contexte, comme vous le savez. Mais ce n'est pas tout. Outre de nouvelles mesures sectorielles qui sont très ambitieuses sur l'acier ou sur les produits chimiques, outre la désignation de 29 individus et 7 entités, ce paquet prévoit également l'ajout d'un critère qui va nous permettre de sanctionner les individus et les entités qui facilitent le contournement des mesures.
On a donc un arsenal législatif qui est vraiment très complet et qui va avoir des résultats massifs, et qui en a déjà d'ailleurs, sur l'économie russe. Comme on vous cite toujours les chiffres de croissance, je vais vous en donner un autre cette fois-ci. C'est la production automobile qui en Russie a chuté de 70% depuis août 2021. Et évidemment, ces sanctions peuvent être renforcées à tout moment contre les responsables russes, contre la Biélorussie si elle s'engage davantage en soutien de cette agression. Ensuite, en parallèle, évidemment, nous poursuivons le soutien à l'Ukraine dans les différentes composantes que je mentionnais. Sur le plan militaire d'abord. Au-delà de l'aide que vous connaissez, nous soutenons la création d'une mission européenne d'assistance militaire afin de répondre aux besoins de formation d'armes ukrainiennes. Et nous espérons un rapport à ce sujet au Conseil des Affaires étrangères du 17 octobre, donc la semaine prochaine. Sur le plan financier, la France soutient également les efforts pour permettre un décaissement rapide de la deuxième tranche de l'aide macrofinancière à l'Ukraine et aussi entamer les négociations sur la troisième tranche de 3 milliards ainsi que son déboursement d'ici à la fin de l'année. C'est important, c'est ce qui leur permet de continuer à fonctionner. Sur le plan politique, évidemment, nous poursuivons notre soutien à la perspective européenne de l'Ukraine et ça a été très matériel avec la tenue du premier sommet de la communauté politique européenne à Prague au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Cette communauté politique européenne, dont la seconde réunion se tiendra en Moldavie, permettra de nouer des liens forts entre les pays du continent européen, candidats ou non candidats, et d'avancer sur des coopérations concrètes, puisque vous le savez, le président en a cité 7 à la fin de cette journée-là. Enfin, sur le plan humanitaire, la Commission a annoncé hier la poursuite de la facilité temporaire qui permet aux réfugiés ukrainiens de vivre et travailler dans les pays de l'Union européenne jusqu'en 2024. Et puis, parce qu'il faut que nous nous projetons et projetons le soutien à l'Ukraine au-delà de la guerre, c'est le volet reconstruction qui doit nous occuper dès maintenant. Vous le savez, il y a la conférence de Berlin le 25 octobre qui va immédiatement suivre le Conseil européen. Et l'idée de cette conférence est de progresser sur une approche qui soit coordonnée des différents types d'aides et en lien avec les différents partenaires, dont par exemple les organisations internationales. Enfin, pour poursuivre avec l'Ukraine, le Conseil européen pourrait également examiner le sujet de l'insécurité alimentaire mondiale qui est causée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Comme vous savez, l'Union européenne a mis en place des corridors de solidarité qui ont permis de faire sortir d'Ukraine plus de 10 millions de tonnes de céréales. Et puis nous avons consenti une aide directe très importante aux pays vulnérables avec l'initiative FARM, qui est portée par le président de la République, qui doit maintenant être déployée en européen en lien avec l'Union africaine et dont l'idée est de favoriser une sécurité alimentaire soutenable dans le temps. Et puis le Conseil européen va revenir sur la question de l'accueil des réfugiés russes. Depuis la déclaration de la mobilisation partielle en Russie le 21 septembre, c'est plusieurs centaines de milliers de ressortissants russes qui ont fui le pays et évidemment notamment vers l'Union européenne. Alors ça témoigne de la force de l'opposition à l'invasion russe en Ukraine, bien sûr, au sein de la population russe. Et ce qui concerne, mais ça pose des questions, en ce qui concerne le traitement des demandes de visa de ces ressortissants russes, comme du statut qui pourrait leur être reconnu. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que les États européens suivent à nouveau une approche commune, comme ça a été le cas depuis le début du conflit. Nous voulons vraiment préserver cet esprit d'unité. Évidemment, parler de l'Ukraine m'amène immédiatement à la crise énergétique. Et ce sujet sera abordé au Conseil européen, bien que, comme vous le savez, il a déjà été beaucoup discuté, vous le rappeliez tous les deux tout à l'heure. Alors, d'abord, le Conseil européen doit endosser les grandes thématiques abordées lors du Conseil énergie extraordinaire qui s'était tenu le 30 septembre et lors des précédentes réunions extraordinaires aussi des ministres de l'énergie en juillet et début septembre. Ces thématiques sont la réduction de la demande d'électricité, la contribution temporaire de solidarité des entreprises fossiles, la mobilisation des ressources pour soutenir les ménages et les entreprises.
Le règlement que les ministres de l'énergie ont adopté fin septembre va permettre d'organiser la réduction de notre consommation d'électricité. Il va aussi faire contribuer les entreprises du secteur de l'énergie à l'effort collectif pour soutenir les ménages et les entreprises dans cette période qui est tout à fait inédite. Bien évidemment, nos entreprises, les citoyens ne peuvent pas supporter tout seuls le coût de la crise actuelle. Et c'est pour cela que les États membres les soutiendront. Et ça, c'est l'objectif des mécanismes de captation de la rente des producteurs d'électricité et de la contribution temporaire de solidarité sur les entreprises du secteur des énergies fossiles. Ces mesures, elles ont été décidées en européen et elles seront déclinées en France dans le projet de loi de finances. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous devons aller plus loin et nous devons prendre, et ce sera l'objet du Conseil européen, de nouvelles décisions qui vont permettre de réduire immédiatement la facture énergétique de nos concitoyens et de nos entreprises. Pour cela, il y a différentes options, mais l'objectif, c'est de mettre en place un plafonnement des prix du gaz, que ce soit sur le gaz importé de Russie ou directement sur les marchés de gros. L'utilisation d'une plateforme d'achat commun va être un levier pour mettre en œuvre ce plafonnement, ou peut être un levier, j'aurais dû dire. Et puis, nous souhaitons aussi faire baisser le prix de l'électricité en européen en subventionnant le gaz qui est utilisé pour produire l'électricité sur le modèle de ce qui a été mis en place dans la péninsule ibérique. Vendredi dernier, la présidente de la Commission a entendu ces messages. Elle a apporté, et il y a eu également un soutien politique très fort de nombreux États membres pour accélérer toutes ces discussions. Je crois que les Français, comme les citoyens, comme les entreprises, attendent une réponse politique vraiment forte, qui soit coordonnée à la hauteur des enjeux. Et donc, nous allons continuer de mettre une grande pression là-dessus. Et puis, vous le savez, la Russie poursuit l'instrumentalisation de l'approvisionnement énergétique de l'Union puisqu'elle réduit continuellement ses livraisons de gaz. En fait, je crois qu'on le sait depuis un moment, elle n'est plus un partenaire et un fournisseur fiable. Et nous le savons aussi, les relations énergétiques maintenant vont être pour toujours bouleversées par ces agissements du Kremlin au cours des derniers mois. Et donc, nous allons soutenir sans ambiguïté aucune, les initiatives et les propositions de la Commission pour nous préparer non seulement au mieux à l'hiver prochain, mais également au-delà. Et donc, ça veut dire que la France, effectivement, va continuer à soutenir une réforme structurelle des marchés de l'énergie pour parvenir à un marché plus cohérent et moins volatile. La Commission s'est engagée à soumettre des propositions d'ici à la fin de l'année. Et comme je sais que ces questions étaient au cœur de vos réunions du mercredi 27 juillet avant la suspension parlementaire, mais aussi des derniers mois, et que vous venez à nouveau de le mentionner, vous pouvez compter sur nous pour en rediscuter et vous rendre compte des avancées. Ensuite, le Conseil européen va revenir sur la situation économique, puisque les inquiétudes sur l'inflation, évidemment, pèsent non seulement sur nos perspectives de croissance, mais aussi créent des inquiétudes chez nos concitoyens. Alors, sur les perspectives de croissance, l'activité a continué de progresser au deuxième trimestre 2022 dans la plupart des grands pays européens. Et comme vous savez, la croissance de la zone euro est restée très solide à 0,6% pour le trimestre. Ceci dit, en même temps, l'inflation a atteint en septembre un nouveau record historique dans la zone euro à plus 10%, après plus 9,1% en août. Alors la situation est un peu différente en France grâce aux mesures nationales que nous avons collectivement adoptées, puisque l'inflation s'établit à 6,2%. Il y a également eu de nombreuses mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, mais nous croyons que de nouvelles mesures sont nécessaires. Certaines sont en cours de déploiement, notamment un nouveau chèque énergie d'ici la fin de l'année pour les foyers les plus modestes. Et puis le bouclier tarifaire va être renouvelé en 2023. Vous le rappeliez, tous nos partenaires européens ont adopté des mesures similaires. Et c'est bien normal, tout le monde a les mêmes soucis. Mais évidemment, nous devons veiller à ce que les mesures nationales ne conduisent pas, in fine, à une divergence économique de la zone euro.
Et donc, très important que nous agissions dans un cadre commun, et c'est vraiment le sens de la révision de l'encadrement temporaire de crise pour les aides d'État qui vise à soutenir les économies à la suite de l'agression de la Russie contre la Ukraine et que la Commission vient de présenter. Et puis, et cela a été un peu abordé vendredi dernier, évidemment, il ne faut pas exclure la nécessité d'une nouvelle action économique commune au niveau européen, puisque tous les États membres ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre. Et ça, c'était le sens de la proposition de la Commission qui est baptisée Repower EU et qui est actuellement disposée en trilogue. Ce que la Commission a annoncé, c'est qu'elle pourrait éventuellement faire de nouvelles propositions pour que la part de subvention de ce paquet financier soit augmentée. Enfin, je crois que les différentes crises que nous avons connues ces dernières années témoignent de la nécessité de réviser notre modèle de gouvernance économique sur le long terme. Et comme vous savez, la Commission européenne devrait présenter d'ici à la fin du mois ses recommandations pour réformer le pacte de stabilité et de croissance. Évidemment, elles vont nourrir les débats entre États membres. Et nous, au Conseil, et le président au Conseil européen rappellera la position française, qui est que nous avons besoin d'un cadre commun évidemment solide, qui permette d'assurer la viabilité des finances publiques, mais aussi de soutenir la croissance et de répondre aux besoins d'investissement, notamment pour renforcer l'autonomie européenne. Et dans le même temps, il y a une différence notable avec la tradition jusqu'à présent. Nous demandons que la mise en œuvre de ces règles tienne compte des spécificités de chaque pays afin de permettre une plus grande appropriation nationale des règles. À cette fin, comment on ferait ça? Les États membres pourraient s'engager dans un dialogue actif avec la Commission et le Conseil pour définir la trajectoire budgétaire la plus appropriée nationalement. Ça permettrait de renforcer l'engagement de chaque État et donc de rendre notre cadre commun plus efficace. En matière de relations extérieures, enfin pour conclure, nous aurons un échange sur les relations entre l'Union européenne et la Chine. Comme vous le savez, l'Union européenne a défini son approche des relations avec la Chine en 2019 autour du triptyque partenariat, coopération, rivalité systémique. Ce triptyque reste pertinent, mais l'évolution du comportement de la Chine ces 2 dernières années dénote tout de même un glissement graduel vers une dimension de rivalité qui est plus affirmée. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce débat stratégique renouvelé. Donc la réponse européenne doit être adaptée et s'adapter à ces changements structurels que l'on voit dernièrement dans la relation UE-Chine. De quoi je parle? Je parle de la position chinoise sur la guerre en Ukraine, de la montée des tensions dans le détroit de Taïwan. Je crois aussi que l'Union européenne doit accélérer ses efforts pour rééquilibrer la relation économique, mettre en œuvre davantage de réciprocité, renforcer les outils de défense commerciaux et poursuivre la diversification de nos chaînes d'approvisionnement pour limiter nos vulnérabilités. Ceci étant dit, la Chine reste un partenaire de coopération indispensable sur certains enjeux globaux et multilatéraux, comme la lutte contre le changement climatique, nous ne la ferons pas sans elle, la protection de la biodiversité ou encore la sécurité alimentaire et la santé mondiale. Et donc, dans ces domaines, nous allons devoir poursuivre les coopérations. Enfin, et je crois que c'est très important, nous allons maintenir une approche européenne très ferme sur la défense des valeurs et des droits de l'homme. Et la publication de la proposition de règlement de la Commission qui est relatif à l'interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l'Union est un développement très significatif à cet égard. Voilà, pour finir, le Conseil européen, il durera longtemps, reviendra sur la préparation de plusieurs grandes échéances internationales. D'abord, la préparation de la COP27. Comme vous savez, elle est accueillie cette année par l'Égypte du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter au niveau mondial. Et évidemment, les tensions sur les marchés énergétiques menacent l'intégrité des engagements climatiques internationaux. Et c'est pour cela que nous souhaitons que le Conseil environnement adopte le 24 octobre prochain
des conclusions qui vont porter un mandat ambitieux de négociation de l'Union européenne à la COP27. Il y aura également en discussion au Conseil la préparation du sommet entre l'Union européenne et l'ASEAN qui aura lieu, comme vous le savez, en décembre. L'ASEAN, c'est cet espace stratégique qui occupe une place centrale dans la région Indo-Pacifique. Et le sommet va être une étape cruciale pour convaincre les pays de l'ASEAN de prendre une position qui soit plus affirmée de condamnation de l'agression russe. Ça va être aussi également l'occasion de mettre en œuvre la stratégie UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique et puis la stratégie Global Gateway sur la connectivité. Et nous devons identifier des projets phares, y compris dans le domaine des infrastructures de qualité. Enfin, lorsque nous allons discuter de ce sujet, il faudra également, et ce sera la position de la France, rappeler la question de la représentation de la Birmanie, qui ne devra en aucun cas être présente à un niveau politique au sommet. Et nous souhaitons que la position européenne de non-reconnaissance de la junte soit maintenue. Voilà, vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, c'est un programme chargé pour ce Conseil européen. Il témoigne de l'énergie de l'Union européenne pour faire face ensemble aux conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine. Je viens de présenter les principaux enjeux dans les grandes lignes, mais je me réjouis que cette audition, et je vous remercie d'être là aussitôt ce matin, nous permette d'entrer dans le détail des débats qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Alors, j'ai oublié de le préciser en préambule, mais cette audition, cette séquence est filmée en direct sur le site du Sénat. Je vais donc laisser maintenant la parole au groupe. Alors, on est dans la même configuration que si on était en séance, c'est-à-dire 5 minutes de prise de parole par groupe. Je vous demanderai quand même de respecter votre temps de parole, pas à 1 ou 2 secondes près, mais en tout cas, soyez attentifs à ça, ça fait 40 minutes globalement pour les groupes. Si on veut laisser le temps à Madame la Ministre de répondre et ensuite les uns et les autres de vaquer à nos occupations, entre autres nos réunions de groupe, voilà, ça nécessite une certaine vigilance dans les temps de prise de parole. Donc on va commencer par le groupe LR et donc Cyril Pellevat a la parole pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Vous l'avez rappelé, le prochain Conseil européen reviendra naturellement sur la guerre d'Ukraine. Les succès militaires engrangés depuis un mois par les forces ukrainiennes renversent le rapport de force sur le théâtre d'opération. Ils démontrent bien sûr la compétence et le courage des armées ukrainiennes, mais aussi l'efficacité du soutien que leur apportent les nations occidentales en matière d'armement, de renseignement, de formation et de planification. Alors que l'Ukraine connaît sur le terrain une dynamique positive qui lui permettra, espérons-le, de retrouver sa pleine souveraineté, notre appui ne doit pas faiblir. Et vous nous avez rassurés sur ce point. À ce titre, et alors que les États-Unis ont encore intensifié leur aide militaire, pouvez-vous nous préciser si une nouvelle mobilisation de la Facilité européenne pour la paix est à ce stade envisagée ? D'autant que face au revers qu'il subit, Vladimir Poutine ne choisit pas pour l'heure la voie de la désescalade, mais celle de la fuite en avant. Le chantage nucléaire, la mobilisation partielle et les simulacres de référendum, ainsi que les annexions de terres ukrainiennes qui s'en sont suivies en sont la manifestation. En conséquence, le Conseil vient d'adopter un 8e paquet de sanctions, vous l'avez rappelé. Il contient notamment un plafonnement du prix du pétrole russe transporté par les navires européens vers les pays tiers. Des voix se sont élevées, je pense par exemple à celle du PDG de Total, Patrick Pouyanné, pour dénoncer les effets contre-productifs de la mesure. Dans un contexte de réduction de la production que vient de confirmer l'OPEP et d'entrée en vigueur imminente de l'embargo européen sur le pétrole russe acheminé par voie maritime, pouvez-vous nous préciser quelles sont les anticipations du gouvernement et des autorités européennes sur les effets de cette nouvelle sanction ? D'un point de vue strictement politique, cet accord a été obtenu difficilement, mais l'essentiel était néanmoins qu'il soit obtenu. Car il est primordial que l'Europe présente un front uni à l'approche d'un hiver qui sera nécessairement compliqué à gérer au niveau énergétique, donc économique et social, et donc politique. Le gros temps est probablement encore devant nous, il faut donc l'aborder en rang serré. Mais cette exigence d'unité pour faire face aux enjeux immédiats ne doit pas nous empêcher de regarder avec lucidité ceux du long terme. L'Europe vit une crise de sécurité énergétique dans le sens où l'offre risque de s'avérer insuffisante pour couvrir la demande. C'est tout le sens des plans d'urgence et des plans de sobriété que les États membres ont établis sous coordination européenne. Tendanciellement, avec l'abandon des énergies fossiles et l'électrification de nos systèmes énergétiques, la compression de la demande en électricité n'est pas tenable. Il faudra bien en passer par un accroissement de l'offre. L'énergie nucléaire sera donc, quoi qu'on en pense, incontournable. Elle a été dans le passé, avec Euratom, l'un des piliers de la construction européenne.
Elle est aujourd'hui largement absente des réflexions sur la transition et la sécurité énergétique du continent et fait l'objet d'un travail de sape constant. Il est donc grand temps de regarder la réalité en face et de réengager un débat de fond sur l'ordre de sécurité énergétique de l'Europe. Toujours au chapitre énergétique, le Conseil a adopté le 30 septembre des mesures d'urgence visant notamment à taxer les superprofits des entreprises du secteur des énergies fossiles et à plafonner les prix de l'électricité des producteurs dits inframarginaux. Sur ce dernier point, le texte adopté contient un article concernant une potentielle répartition entre États membres du produit du plafonnement. Si j'ai bien compris ce dispositif, il prévoit que lorsque les importations nettes d'électricité d'un État membre, qui était en 2021 égales ou supérieures à sa production intérieure, un accord de partage de recettes devra alors obligatoirement être conclu au plus tard le 1er décembre 2022 entre cet État et son principal pays fournisseur. Pourriez-vous nous préciser si la France sera concernée par l'application de ce mécanisme, si elle entend l'activer de manière optionnelle, et enfin nous en dire plus sur les principes généraux qui régiront l'exécution de ces contrats? Pourriez-vous par ailleurs nous faire un état des lieux de l'avancée des travaux concernant la réforme du marché de l'électricité, enfin du moins la compléter, dossiers sur lesquels les États membres ont eu l'occasion d'exprimer de profondes divergences? Le scénario d'un découplage des prix de l'électricité et de ceux du gaz, récemment avancé par Ursula von der Leyen, se confirme-t-il? Pensez-vous que les États membres réussiront rapidement à se mettre d'accord au regard de l'urgence de la situation? De nombreuses entreprises seront mises en grande difficulté ces prochains mois, faute d'une réforme permettant de faire baisser le prix du mégawatt-heure, et ce même si elles bénéficient des aides de l'État et du plafonnement des prix pratiqués par les producteurs inframarginaux. Je pense tout particulièrement aux stations de ski, dont tous les espoirs reposent sur cette réforme qui sera le seul moyen pour qu'elles puissent maintenir leur activité sans être déficitaires. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais commencer mon intervention en marquant notre solidarité avec le peuple ukrainien qui fait face à l'agression russe et qui, depuis donc 6 mois, vit des crimes de guerre de plus en plus documentés et depuis hier fait face à des attaques terroristes massives. Son territoire défend, les Ukrainiens défendent leur droit à l'existence sur leur propre territoire, mais aussi leur droit à l'autodétermination. Vous l'avez dit, nous avons besoin d'être solidaires au maximum avec eux. Quelle aide pouvons-nous leur apporter si les infrastructures vitales en matière d'électricité et d'eau sont détruites au cours des prochaines semaines ? Comment renforcer notre aide pour mieux la coordonner? Je pense en particulier à la reconstruction que vous avez évoquée. Comment mieux coordonner notre aide humanitaire? Je pense en particulier à aux personnes qui sont visées par les attaques et aux soldats blessés. Quand on parle d'énergie, finalement, on a l'impression de revenir aux sources de l'Union européenne et du CECA. Comment avoir de l'énergie pas chère et de manière solidaire. Et la question est de savoir si en 70 ans, nous avons progressé. Finalement, l'urgence, c'est de se chauffer cet hiver. Et il est important de trouver des solutions qui soient finalement en convergence avec le court ou moyen terme, c'est-à-dire tenir nos objectifs climatiques. De ce point de vue-là, la France et l'Allemagne, même si ce sont les 2 grosses économies de l'Union européenne, ne sont pas des exemples pour les autres. Parce que nous avons des difficultés intrinsèques en matière de production électrique en France, parce que l'Allemagne a construit sa politique énergétique sur la dépendance à l'énergie russe, au gaz russe. Comment arriver à reconstruire une solidarité alors que les autres pays de l'Union européenne nous regardent comme étant défaillants ? Comment faire pour que le décalage qui s'exprime actuellement entre les moyens nationaux, et Monsieur le Président a évoqué les moyens allemands qui vont être mis en œuvre pour faire face à la crise, comment ne pas avoir que ça ait comme conséquence la dérégulation des marchés européens? Enfin, comment peut-on imaginer construire une dépendance demain de l'Europe à l'Azerbaïdjan, alors qu'on voit les effets de la dépendance à la Russie? Enfin, sur le plus long terme, ne serait-il pas temps de s'interroger sur des infrastructures en matière de transport d'hydrogène et de capacité de coopération avec les pays du Sud en matière d'hydrogène solaire? Sur les questions économiques, la guerre en Ukraine, qui engendre une baisse de l'euro, fait baisser la place de l'économie européenne dans l'économie mondiale. Les taux d'intérêt sont en train de monter et le modèle le modèle allemand et le moteur économique de l'Union européenne est pour le coup remis en cause. Comment, dans ces conditions,
nous assurer que nous n'allons pas vers une grande crise financière à partir du moment où la remise en place, les taux d'intérêt qui sont de plus en plus élevés risquent de remettre en cause un certain nombre d'actifs jusqu'à présent considérés comme sûrs, je pense en particulier aux questions immobilières, et comment éviter à la fois comment éviter une crise bancaire à terme. En matière de relations extérieures, je crois qu'il faut vraiment avoir une vision sur les pays du sud de la Méditerranée qui sont aujourd'hui face à une crise alimentaire et à une crise inflation très importante. Ils considèrent qu'ils sont victimes d'une guerre qui n'est pas la leur. Comment arriver à reconstruire ces solidarités avec eux alors qu'ils sont particulièrement aujourd'hui critiques vis-à-vis de notre politique de visa. Nous sommes en train de détruire une relation historique avec les pays du sud de la Méditerranée par des humiliations successives relatives à notre politique de visa. Comment reconstruire cette solidarité à un moment où c'est réellement important ? Enfin, Madame la Ministre, sur la question de la communauté politique européenne, Monsieur le Président l'a évoqué, difficile d'imaginer une communauté politique avec l'Azerbaïdjan, là encore. Qu'est-ce que ça signifie ? Et si c'est l'ensemble européen qui nous permet de remettre pour des questions, pour parler de sécurité de la Grande-Bretagne, très bien, mais quelle utilité derrière s'il n'y a rien de commun entre les pays qui sont dans cette communauté politique ? Enfin, Madame la Ministre, je voudrais évoquer 3 sujets que vous n'avez pas évoqués. Quelle solidarité avec les combattantes de la liberté en Iran ? Le soutien aux droits de l'homme et celles et ceux qui crient « Femmes, vie, liberté » en Iran, qui nous touchent au cœur. Nous avons débattu de cela au Sénat la semaine dernière. L'Union européenne doit être solidaire de ce combat pour la liberté. Enfin, les résultats des élections en Italie nous montrent combien, si nous ne sommes pas solidaires avec les pays de première entrée, la question de la progression de la droite, de l'extrême droite en Europe et des populismes est totalement posée. Quelle solidarité ? Enfin, en conclusion, Monsieur le Président, je vois que vous... mais je voudrais, enfin, en conclusion... vraiment la question de l'état de droit, de l'indépendance de la justice en Pologne, de la lutte contre la corruption en Hongrie, doivent rester, malgré les priorités que vous avez évoquées, aussi à l'ordre du jour. Et en conclusion, je voudrais saluer la contribution de l'Union européenne à la découverte par Bruno Le Maire de ce que ce sont des super profits. Merci Jean-Yves. Pierre Louot, pour le groupe Union Centriste. Madame la Ministre, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 6 octobre dernier se réunissaient à Prague 44 chefs d'État et de gouvernement pour la première réunion de la communauté politique européenne, nouveau forum de coopération à l'échelle européenne. Si l'idée de cette instance avait au départ nourri un certain scepticisme de la part de nos partenaires européens, tous les États invités ont répondu présents. À ce titre, nous pouvons dire que ce sommet est une réussite. Cependant, quelques doutes persistent quant à la viabilité de ce format. La taille de ce forum risque de constituer le premier obstacle pour la prise de décision commune. Sans parler des diversités politiques et culturelles des pays qui la composent. Par exemple, Turquie et Grèce côte à côte. Quelle sera la composition finale de la communauté ? Comment s'établiront ses relations avec l'Union européenne ? La manière dont elle devrait prendre ses décisions a-t-elle été arrêtée ? Cet organe sera-t-il doté d'un budget propre ? Voici un certain nombre de questions qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Lors du Conseil européen de fin octobre sera évoquée la situation de l'Ukraine. Ça a déjà été largement évoqué. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, et aujourd'hui même, plus qu'avant-hier, nous devons être particulièrement inquiets. Et cette question sur l'Ukraine me pose la question de la défense européenne. On se rend compte aujourd'hui que la contribution européenne en matière d'armement est dérisoire par rapport aux États-Unis et qu'il y a cette prise de conscience, mais qu'il devient sans doute urgent de créer une véritable coopération de défense européenne avec des moyens financiers à la hauteur des enjeux. Et on voit bien que même si l'armée, une partie de l'équipement russe va se trouver détruit, ils auront capacité à reconstituer tout cela sans doute assez rapidement dans les 3 années à venir. Et quelle sera la position de l'Europe en matière de défense européenne ?
Conséquence directe de la guerre en Ukraine, les problèmes de la crise énergétique. Depuis le choc pétrolier de 1970, c'est la plus grave crise énergétique. Le gouvernement, comme un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, ont engagé différentes mesures avec des moyens financiers pour l'Allemagne très importants. Emmanuel Macron a appelé les élus à la patience et à ne pas signer de contrat d'énergie aujourd'hui, estimant qu'il serait plus judicieux d'attendre l'issue des discussions de Bruxelles qui auront lieu au prochain Conseil européen. Nous avons appris dans la presse qu'un accord de bouclier tarifaire faisait son chemin avec l'accord de l'Allemagne. Aurons-nous bientôt un accord et une décision européenne sur le bouclier tarifaire des énergies ? Enfin, dernier point, mais qui là aussi a été évoqué, le cas de l'Iran. Je crois que la communauté européenne doit, aux côtés de la France, montrer les dents et avoir des représailles plus précises, même si on sent aujourd'hui un petit faiblissement ou un début de concertation. Mais les droits de l'homme, les droits de la femme en particulier, doivent marquer les valeurs de l'Europe unie. Et est-ce que ce point sera évoqué lors du Conseil européen du 20 et 21 octobre? Voilà, Monsieur le Président, j'ai essayé de faire vite. Merci, en Pierre. évitant de répéter ce qui a déjà été dit. C'est parfait. André Gattolin pour le groupe RDPI. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Quand je regarde les points affichés à l'ordre du jour du prochain Conseil, guerre en Ukraine, stratégie énergétique, relations avec la Chine, je ne peux m'empêcher de penser que l'Europe est aujourd'hui peut-être en train de changer de paradigme. Jusqu'à peu, en effet, les thèmes abordés lors des conseils renvoyaient de manière quasi obsessionnelle à la construction du marché unique et à ses politiques sectorielles dérivées. Les questions de nature géopolitique, quand elles étaient à l'ordre du jour, apparaissaient généralement en fin de menu et ne faisaient l'objet que d'un rapide tour de table pour constater nos divergences. En parler, c'était comme acter que notre continent n'était plus, depuis des décennies, l'épicentre du monde. Alors, oui, la guerre en Ukraine rebat les cartes d'une Europe presque entièrement dédiée à la production de normes, de standards, de directives, de règlements très techniques visant à mettre en œuvre les fameuses 4 libertés supposées par ruissellement accoucher d'une Europe toujours plus étroite. Dans un discours assez prémonitoire de janvier 1989 devant le Parlement européen, Jacques Delors prévenait « On ne tombe pas amoureux d'un grand marché ». Mais durant les années qui suivirent la fin de la guerre froide, nous avons naïvement voulu croire à la fin de l'histoire, à l'émergence d'un monde sans ennemis, à la transition démocratique universelle grâce à l'ouverture des marchés et au développement des échanges commerciaux. L'effondrement de l'URSS a certes ouvert la voie à 2 grandes vagues d'élargissement, celle de 1995 avec l'entrée de 3 pays, Finlande, Suède et Autriche, jusqu'alors contraints à la neutralité, puis celle de 2004-2017 qui a ouvert les portes aux pays libérés du joug soviétique. Mais dans notre euphorie naïve de l'époque, nous nous avons omis les attendus géopolitiques qui animaient ces pays. En quelque sorte, nous avons failli. Nous n'avons pas proposé de pacte commun de défense européenne. Pire, nous avons massivement désarmé, comme en témoigne le long déclin de nos investissements militaires. Résultat, les ex-pays de l'Est se sont empressés d'adhérer à l'OTAN avant de rejoindre l'Union européenne, ne voyant en celle-ci qu'un instrument de libéralisation et de rattrapage de leurs économies. Nous avons persisté dans notre fascination enamourée pour le consensus de Washington, selon lequel le marché accoucherait mécaniquement de la démocratie et de la paix mondiale, et cela bien après que les États-Unis eurent cessé d'y croire. Ces 10 dernières années, nous avons refusé de voir les signes avant-coureurs de la dérive autoritaire et belliqueuse du pouvoir russe. Nous avons ignoré les alertes venues de nos alliés, voyant en leur crainte une névrose obsessionnelle et passéiste. Nous devons aujourd'hui, à l'est de l'Europe, admettre la terriblicité dont nous avons été à la fois les victimes et les responsables. Dans les faits, nous avons privilégié l'impératif économique à l'impératif de sécurité. L'Allemagne, forte de sa puissance économique et commerciale, a été le moteur européen de notre aveuglement collectif. Elle a notamment été au cœur des choix
énergétiques qui nous ont rendus dépendants du gaz russe avec la construction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 contre l'avis et les intérêts des pays de l'Est et du Nord-Est de l'Europe. À un an après la fin du long règne d'Angela Merkel, son bilan apparaît aujourd'hui bien moins resplendissant qu'à l'époque. Il ne faut pas toutefois, et il serait injuste de l'oublier, la lourde responsabilité de son prédécesseur, M. Gerhard Schröder, ni le fait que nous avons, nous aussi, Français, parfois accepté des compromis qui apparaissent aujourd'hui des plus discutables. En mars 2016, nous nous sommes ici au Sénat fermement opposés à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil au nom de la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne en gaz naturel qui voulait obliger les États membres à soumettre ex ante à la Commission pour évaluation et suivi tous leurs projets d'accords gouvernementaux ou modifications d'accords existants avec des États non membres de l'Union. La liste de nos erreurs et de nos errements stratégiques au nom d'une sacro-sainte souveraineté nationale masquant souvent une internationalisation non contrôlée des échanges serait ici fastidieuse à énumérer au regard des défis infinis que nous devons désormais affronter. Alors oui, il faut saluer ici le réveil géopolitique, même s'il est encore tardif et embryonnaire, de l'Union. Il faut aussi saluer le changement de cap récent de l'Allemagne. Il faut aussi saluer le fait qu'en dépit des railleries proférées à l'époque, c'est notre pays qui, en 2017, a osé porter publiquement la question de la souveraineté européenne. Mais, point d'autocélébration, nous ne sommes encore loin du milieu du gué et le réveil géopolitique de l'Europe reste entouré de nombreuses incertitudes. Il appellera encore bien des efforts que nos États et nos concitoyens n'accepteront que s'ils ont conscience que sauver et reconstruire l'Ukraine, c'est d'abord sauver notre futur, le futur de l'Europe. Je vous remercie. Merci André. Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants, République des Territoires. Merci Président, Madame la Ministre. Alors qu'on sort d'une réunion informelle du Conseil européen qui s'est tenue vendredi à Prague, les dossiers à l'ordre du jour donc, du Conseil européen des 20 et 21 octobre restent inchangés. À la crise ukrainienne vient se greffer une nouvelle crise accentuée par la première, vous l'avez rappelé, c'est celle de l'énergie. Nous ne connaissons pas encore la profondeur de cette dernière, mais déjà nos territoires et citoyens font face à une première vague de conséquences. Les réponses apportées par les Européens au conflit ukrainien nous honorent. Et je me rappelle de la première réunion qui s'est tenue 2 jours après le conflit ici au Sénat et j'avais pu constater à quel point il y avait une unanimité parmi nous et tous les pays qui intervenaient de manière spontanée allaient dans la même direction, ce qui était pour nous tous un beau présage de solidarité européenne. Mais cette guerre nous plonge également face à nous-mêmes et aux lacunes de notre système énergétique. Vous avez évoqué à l'instant l'idée d'une plateforme d'achat, mais encore faudra-t-il que nous nous mettions d'accord quant à la chaîne d'approvisionnement. Ça sera, à mon sens, un écueil pas facile à régler. La guerre en Ukraine exacerbe ce qui était latent et que nous n'avions donc pas réglé dans le passé. Le marché intérieur européen de l'énergie, inachevé et surtout à réorienter. Si les dispositions que nous prenons actuellement semblent aller dans le bon sens, une réflexion très profonde est à mener. Ce qui ressort de la réunion de Prague est intéressant à bien des égards, et d'abord sur le fait que les accords restent difficiles à trouver. Ce sommet a été considéré comme une sorte de pré-conseil européen. Les points essentiels tels que le plafonnement du prix du gaz ou encore des aides financières ont été évoqués. Force est de constater qu'il reste du travail à effectuer pour se mettre d'accord avant le 20 octobre prochain. En tant qu'observateur, nous voyons quelques lignes se dessiner avec une Allemagne que l'on pourrait croire s'éloigner de la solidarité qui incombe à l'Europe. Quand la France conduit l'Europe, le destin de l'Europe, elle pense Europe, et quand l'Allemagne conduit le destin de l'Europe, on a l'impression qu'elle pense plutôt Allemagne. Madame le ministre, quid du moteur franco-allemand dans cette nouvelle crise ? Les deux pays avaient réussi à entraîner l'Europe vers d'importants progrès et des textes nécessaires lors de la pandémie Covid-19. Sommes-nous aujourd'hui si éloignés ? Quels sont les derniers obstacles à un accord ? Comme je le disais, ces réponses devront être accompagnées d'une réflexion plus profonde. La structure de notre système est à revoir. Nous devons faire de cette crise un point de départ vers les transitions que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Je pense surtout aux aides et prêts qui pourraient être accordés.
Il faut qu'ils servent à réformer notre système tout en préservant nos acquis. Malgré de volonté de dépendance et de souveraineté face au reste du globe, nous, Européens, restons encore trop exposés au tumulte du monde, avec la nécessité de renforcer nos solidarités. Très concrètement, nos citoyens souffrent de la crise énergétique, il en va de même de nos collectivités. Quant aux entreprises, elles sont fortement exposées à un risque d'une perte de compétitivité. Un tel choc pourrait malheureusement être accompagné d'une désindustrialisation massive. Si les usines européennes venaient à fermer à cause du prix de l'énergie, mais aussi d'une inflation galopante, comment serions-nous capables de produire pour répondre à nos besoins? Nous devons apporter et notre solidarité économique sera à ce moment-là encore plus affaiblie. Si nous n'avons plus d'engrais et que les prix de l'exploitation agricole s'envolent, faute d'approvisionnement, comment allons-nous répondre à la demande? Nous devrons aussi là importer et notre souveraineté alimentaire serait affaiblie. Si les coûts de fonctionnement deviennent beaucoup trop importants, comment nos collectivités s'en sortiront-elles? Enfin, comment les peuples européens passeront cet hiver et hiver prochain? Sur ce dernier point, Madame la Ministre, avons-nous des objectifs de stockage ainsi que des exigences sur les origines de nos approvisionnements pour l'hiver 2023-2024? Enfin, je terminerai sur le volet de la défense. Il faut une politique extérieure européenne plus ambitieuse. Je l'ai appelé de mes voeux et à plusieurs reprises, notamment lors de la parution de la boussole stratégique européenne. Madame la Ministre, depuis presque 8 mois maintenant, les lacunes de la défense européenne apparaissent au grand jour. Nos infrastructures ont été touchées, actes de sabotage ou non, nous devons prendre cela en compte. Nos voisins russes menacent ouvertement le monde d'une guerre atomique. En tant que puissance européenne, et surtout la seule puissance européenne au sein de l'Union européenne, la France porte une lourde responsabilité. Madame la Ministre, n'est-il pas temps de renforcer la cohérence de la réponse européenne et des politiques étrangères des États membres, notamment au sein des instances internationales, en ayant une Europe qui parle d'une seule voix? Merci, Madame la Ministre. Merci, Joël. Jean-Pierre Corbizet pour le groupe RDSE. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je commencerai tout d'abord par saluer la récente intervention de la présidente de la Commission européenne sur l'état de l'Union. Le volontarisme et la détermination affichés par Mme Ursula von der Leyen en faveur d'une Europe solidaire et ferme dans la défense de ses valeurs est bien entendu le seul cap à tenir. Les défis que nous font face sont nombreux, énergétiques, climatiques, économiques et aujourd'hui la guerre à nos portes. Ils remplissent l'agenda du prochain Conseil européen, en particulier la situation en Ukraine. Naturellement, mon groupe réaffirme son soutien total aux Ukrainiens qui font preuve d'un courage exemplaire et clairement inébranlable. Nous sommes également soucieux des jeunes Russes en rupture avec leur régime. Il serait souhaitable d'avoir rapidement une position commune sur le sort de ceux qui veulent gagner l'Europe. Ce matin même, en venant sur Paris dans le TGV, j'ai fait le voyage avec le responsable de la sécurité d'un grand groupe de cosmétiques français, mondialement connu, qui me disait que ces directeurs des usines en Russie étaient menacés par les autorités militaires afin de récupérer les fiches de pointage et mieux enrôler immédiatement les salariés. Au-delà du drame humain, il est clair que ce sont aussi la démocratie et l'esprit de liberté qui sont visés. C'est encore plus frappant à la lumière du dernier discours de Sergueï Lavrov à l'ONU, puis de celui du président Poutine du 30 septembre dernier. Dans ces conditions, le maintien d'un dialogue paraît compliqué, tant les dirigeants russes utilisent le conflit ukrainien pour mieux pourfendre l'Occident et ses valeurs. Si nous ne sommes pas dupes quant à leur volonté de camoufler leurs échecs militaires, cette violence verbale dessine pour le moment une impasse diplomatique. Pour ne rien arranger, le bombardement hier de plusieurs villes ukrainiennes, dont le centre de Kiev, en riposte à l'attaque du pont de Crimée, confirme ce jusqu'au-boutisme russe. Madame la Ministre, le président Poutine ne semble pas avoir de ligne rouge, sans jeu de mots. Mais quelle est la nôtre face à l'escalade qui se joue sous nos yeux? En attendant, oui, il faut renforcer les sanctions contre la Russie et continuer de fournir une aide militaire à l'Ukraine. Je soulignerai toutefois que pour la France, cela signifie de nouveaux prélèvements à venir sur son stock et même sur ses contrats commerciaux, comme cela a été décidé concernant les canons prévus par le Danemark. Je crois qu'il faut l'accepter. Il faudra cependant aussi, durant l'examen du projet de loi de finances, avoir des garanties quant au maintien à terme de nos capacités opérationnelles et des objectifs fixés par la loi de programmation militaire. J'en viens au principal effet collatéral du conflit qui va peser de plus en plus lourdement sur nos concitoyens. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, la crise de l'énergie mobilise fortement les institutions européennes. Mon groupe s'inquiète des difficultés à afficher un front uni, Berlin semblant faire cavalier seul. Aujourd'hui, la solidarité européenne est une nouvelle fois mise à l'épreuve.
Doit-on regarder l'Allemagne mettre en danger la zone euro par le bouclier tarifaire qu'elle vient de décider à hauteur de 200 milliards d'euros? Afin de lutter contre la flambée des prix, mon groupe est très ouvert à la question du plafonnement du prix du gaz, position que le gouvernement soutient, Madame la Ministre. Bien avant la crise ukrainienne, le couplage du prix électricité et gaz faisait débat. Il reste à déterminer le bon indice qui ménage à la fois le prix et l'approvisionnement, une équation difficile à trouver, je le concède. Au-delà de l'urgence, nous approuvons aussi le principe d'une vaste réflexion sur une réforme structurelle du marché de l'électricité. C'est aussi le moment d'accélérer toutes les politiques en faveur des énergies renouvelables. Ce n'est pas faute de le dire. J'aurai d'ailleurs, comme vous, beaucoup de mes collègues ici présents, l'occasion d'y revenir en détail dans notre débat de demain au Sénat. Regardons en tout cas de près ce que fait l'Espagne, qui apparaît à juste titre comme le bon élève. Si nous ne prenons pas rapidement les bonnes décisions dans un cadre commun, la question de l'énergie risque de fragiliser nos démocraties, déjà éprouvées par une succession de crises. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Jacques Fernic pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, avec les crises consécutives à l'invasion russe, ce Conseil européen s'inscrit dans un contexte qui s'est durci dans un sens contraire au renforcement européen, voire même aux valeurs européennes. Le respect de l'état de droit, la protection des minorités et la démocratie sont-ils encore des acquis intangibles? Les replis nationalistes et populistes montent. Face à la crise énergétique, les logiques nationales sont de retour. La régression menace la construction européenne et la tenue des objectifs écologiques pourtant limités définis par le Green Deal. Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances vient d'évoquer à l'instant le report au second plan de la mise en place des ressources propres. Cela risque fort à terme de contraindre l'Europe à réduire la voilure de ses politiques essentielles. Enfin, parallèlement, avec l'inflation, particulièrement la hausse vertigineuse des coûts énergétiques, montent les attentes, les impatiences des citoyens et des citoyennes, des élus locaux aussi, impatience vis-à-vis des politiques pour qu'ils apportent des réponses à la hauteur. Face à ce nouveau mur, en quelque sorte, après le mur de la pandémie, après celui de la reprise et de la résilience, après celui de la riposte commune à la Russie, face à ce nouveau mur, est-ce que nous allons dériver vers, on parlait de fragmentation tout à l'heure, vers une certaine dislocation européenne? Allons-nous retomber dans les errements du chacun pour soi et des renoncements? Concernant l'énergie, par exemple, les décisions que nous prenons maintenant, notamment sur les infrastructures, vont nous engager longtemps. Je crois que la France, comme l'ensemble de ses députés européens, à l'exception évidemment du RN, a raison de s'opposer au projet de gazoduc MidCat qui nous enfermerait dans la dépendance au gaz pendant plusieurs décennies encore, sapant ainsi nos objectifs de décarbonation. Je crois qu'il faut refuser une entorse majeure au principe de non-financement des infrastructures des énergies fossiles. Y renoncer serait un précédent dans lequel se précipiteraient sans doute bien d'autres États membres, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Sur les prix de l'énergie à la consommation, il est également urgent de les plafonner, mais intelligemment. Ce serait une erreur d'opérer mécaniquement un simple plafonnement avec une quantité de base de 80% au coût plus accessible et les 20% restants bien plus chers. On risque en effet de pénaliser ainsi les ménages les plus modestes. Votre collègue Pannier-Runacher parlait de sobriété subie. L'impératif de justice sociale doit être bien pris en compte. Sur le front du climat, avec le paquet Fit for 55, les trilogues doivent permettre d'étendre le marché carbone européen aux bâtiments et aux transports. Le Parlement propose de limiter cette extension aux usages commerciaux. C'est en effet raisonnable. Évitons une nouvelle crise façon gilet jaune. La fiscalité environnementale ne peut pas peser injustement sur les ménages populaires qui n'ont le plus souvent pas le choix. Il semblerait là-dessus que le trilogue d'hier n'ait, selon les Échos, pas vraiment porté ses fruits. Il a même été qualifié par certains de perte de temps. Pouvons-nous espérer de réelles avancées pour le prochain qui aura lieu, je crois, le 10 novembre? Dans les jours à venir, vous l'avez évoqué, la Commission devrait produire ses propositions de retour, voire de réforme des règles budgétaires européennes suspendues. Il serait désastreux, je crois, de suivre les frugaux qui prônent le retour strict aux critères antérieurs. Nous avons besoin d'une réforme de ces règles, car le pacte de stabilité du monde d'avant serait un carcan qui compromettrait effectivement les investissements d'avenir dans la transition écologique, la cohésion et la justice sociale. Des compromis sont possibles si la gouvernance européenne arrive à sortir du strict quantitatif en mettant
du qualitatif environnemental et social dans ses critères. Si pour fixer le seuil d'endettement, elle sait prendre en compte l'amortissement des investissements écologiques et sociaux d'avenir. Sur les atteintes à l'état de droit, nous souhaitons que le Conseil soit actif. Ça fait 4 ans déjà que la procédure de l'article 7 est ouverte. En attendant, les personnes LGBT sont la cible d'attaques de plus en plus violentes en Hongrie et en Pologne. En attendant que deviennent les valeurs européennes quand en Hongrie, on veut obliger les médecins à faire écouter le battement du cœur du fœtus aux femmes souhaitant avorter. Sur les droits humains, les droits des femmes particulièrement, l'UE doit peser autant qu'elle le peut sur le régime iranien. Enfin, pour conclure, un sujet me paraît relever des régressions qui menacent, celui de la méthode de pêche dite saine démersale, venue des Pays-Bas essentiellement. Ce sont ces vastes filets de pêche reliés à 2 câbles vibrants qui soulèvent les sédiments et rabattent les poissons, même les plus petits, raclant tout, mettant des zones entières à blanc, tuant la pêche, mettant en péril nos pêcheurs artisanaux. Le gouvernement français a balayé jeudi dernier en trilogue l'amendement voté par le Parlement européen qui donnait l'opportunité d'interdire cette méthode de pêche industrielle. Est-ce donc cette industrialisation destructrice de la mer que la France souhaite? Que reste-t-il de la crédibilité du discours de Lisbonne qui se positionnait fortement en faveur de la protection des fonds marins? Merci Jacques. Pierre Laurent pour le groupe CRCE. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Le format un peu inhabituel de notre échange m'amène à être assez direct dans les questions que je vais vous poser plutôt que de faire une intervention comme on en fait parfois dans l'hémicycle. En me concentrant sur la question énergétique, qui est probablement une des questions qui va continuer à secouer très profondément toutes nos sociétés dans les mois et dans les années à venir. Et donc, ce sera des questions sur les mesures qui sont actuellement en discussion. D'abord, une remarque sur les super-profits, enfin, ce que nous, on appelle les super-profits, et ce que dans le jargon européen, on appelle aujourd'hui donc la contribution solidaire sur les entreprises qui travaillent dans les combustibles fossiles. D'abord, une remarque, c'est qu'une définition est possible. En tout cas, la Commission européenne s'emploie à donner une définition. Donc, on a souvent entendu dans l'hémicycle ici qu'une définition était impossible. Elle semble possible, même si je la trouve très restrictive, elle existe. Donc, un débat sur cette définition était et reste possible. La décision qui a été envisagée au Conseil européen ouvre la possibilité de taxer à 33% les entreprises concernées. Donc ma question est assez concrète. À quelles entreprises cette contribution pourrait-elle s'appliquer en France? Parce que j'imagine que les estimations de la Commission européenne, qui tablent sur une recette de 25 milliards d'euros, ne sortent pas d'un calcul, d'une opération du Saint-Esprit, mais sur des évaluations précises, donc sur une liste d'entreprises concernées. Donc, quelles sont les entreprises qui pourraient être concernées en France par cette taxe? Le gouvernement français envisage-t-il d'utiliser cette possibilité de taxation à 33% pour ces entreprises? Et au total, combien la France estime qu'elle pourrait récupérer avec cette contribution solidaire? Sans ces éléments concrets, évidemment, il est très difficile de juger pour nous de la pertinence réelle de ce dispositif. Deuxième série de questions qui concerne la question énergétique de manière plus globale, et notamment la question de la fixation des prix de gros. Ma question, elle est assez... parce que, pour tout vous dire, même en essayant de suivre attentivement toutes les décisions qui sont prises, on a parfois du mal à comprendre ces dispositifs et à comprendre leurs effets réels sur un pays comme le nôtre. Moi, j'ai une question générale d'abord, c'est est-ce que la décorrélation des prix du gaz et du marché de gros de l'électricité reste véritablement à l'ordre du jour? Parce que ça fait des mois que Bruno Le Maire, à chaque fois qu'on pose la question, nous dit « mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire et bien sûr, c'est vers ça qu'il faut aller ». Mais à force de regarder les dispositifs qui se mettent en place, qui sont, excusez-moi du jeu de mots, un peu des usines à gaz,
difficile à comprendre, on se demande si ces objectifs est bien sur la table. Et au moins, est-ce qu'ils continuent d'être portés par la France dans ces discussions ? Concernant les dispositifs qui sont envisagés, qui sont donc dans l'hypothèse où cette perspective resterait sur la table, des dispositifs intermédiaires, d'où sort le chiffre de 180 euros du mégawattheure ? Pourquoi ce chiffre qui continue d'être extrêmement élevé et très supérieur, c'est pour ça que je pose la question, au coût de production, en tout cas concernant notre pays. Et qui donc, c'est un chiffre qui peut laisser perdurer encore des systèmes de rente indus, d'autant que la Commission européenne prévoit qu'il puisse être dépassé, que les recettes, des 10% de recettes supplémentaires pourraient être ajoutées à ce prix fixé. Donc qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qu'en attend précisément la France et quels sont les objectifs que nous continuons à nous fixer dans cette négociation ? Enfin, une autre question concernant les prix du gaz. On parle du plafonnement du prix du gaz au plan européen, des corridors de plafonnement. Mais il y a une question très précise. Est-ce que la fin des tarifs régulés du gaz en juin 2023 est toujours sur la table ? Ça fait plusieurs fois qu'on pose la question et on n'a toujours pas la réponse à cette question. D'une manière générale, sur toutes ces questions, moi je souhaiterais que vous nous disiez avec précision ce que porte la France. Bon, souvent, on a le droit à des commentaires sur l'état de la négociation européenne, mais sur quels objectifs précis se bat la France dans toutes ces négociations ? Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Pierre. Donc Madame la Ministre, à vous de répondre au groupe. Et puis ensuite, nous aurons une petite séance questions-réponses, questions d'1 minute, 1 minute 30, auxquelles vous pourrez répondre point par point. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Vous vous excuserez mes redites éventuelles et certaines précisions que je peux bien sûr donner après en bilatéral. Monsieur le sénateur Peleva, vous m'avez parlé et posé des questions sur la facilité européenne pour la paix, ou plutôt sur les efforts de défense. Et nous sommes, pardon, je cherchais. Et effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Comme vous le savez, l'Union européenne avait mobilisé 2,5 milliards d'euros pour organiser la livraison d'armes à l'Ukraine via cette facilité européenne de la paix. Nous allons poursuivre ce soutien dans la durée et le haut représentant a notamment appelé à ce cette facilité soit augmentée d'une 6e tranche de 500 millions, ce qui la porterait à 3 milliards et ça sera à l'ordre du jour du Conseil des affaires étrangères du 17 octobre. Vous m'avez ensuite posé des questions sur les effets des nouvelles sanctions. D'abord, je voudrais rappeler que les effets des sanctions sont dans la durée. L'objectif, c'est vraiment d'asphyxier la capacité de la Russie à mener ses agressions. Et donc, ce que l'on fait, c'est d'une part son industrie, d'autre part, les personnes qui facilitent la guerre sont en responsabilité de guerre, que ce soit les nouveaux généraux, que ce soit ceux qui ont facilité les simulacres de référendum, ceux qui font de la propagande. Et donc tout cela, à nouveau, vise à affecter à la fois sur le plan militaire, mais aussi du narratif, la Russie. À l'inverse, j'aimerais qu'on rappelle, et peut-être c'est l'occasion ici, que les effets sur l'énergie, ce n'est pas nos sanctions, c'est la Russie qui fait le yo-yo, si vous me permettez l'expression, avec l'approvisionnement d'énergie, de façon effectivement à faire monter les prix et à déstabiliser nos sociétés. Et la réponse est multiple, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais elle vise pour nous à d'une part assurer l'approvisionnement en faisant baisser la consommation, en assurant les stocks,
en diversifiant les capacités d'approvisionnement, en accélérant sur le renouvelable, mais aussi à faire des boucliers tarifaires en interne et à agir en européen, et je reviendrai dessus puisque vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question, pour faire baisser les prix effectivement. Juste sur l'accord de solidarité à ce propos dont vous m'avez parlé et qui est dans le règlement sur l'énergie. Je vous reviendrai en bilatéral là-dessus puisque ce sont des négociations qui sont, je crois, toujours en cours. Et enfin, et je reviendrai à nouveau là-dessus, vous avez soulevé la question du différentiel d'énergie mix entre les pays, c'est vrai. Nous avons besoin de peu de gaz par rapport à d'autres pays qui en ont besoin de plus. Il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne, mais aussi de beaucoup de pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe, ce qui effectivement demande une grille énergétique qui soit très opérationnelle sur le continent pour qu'à court terme, nous puissions avoir ces mécanismes de solidarité. À moyen terme, je crois que notre objectif à tous, il est commun, c'est de sortir des énergies fossiles, ce qui nous assurera notre sécurité énergétique. Monsieur le sénateur Lecomte, vous m'avez également interrogé sur le soutien que nous apportions, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire et le soutien à l'Ukraine. Alors, il prend plusieurs formes. J'ai mentionné dans mon discours effectivement l'accueil des réfugiés qui est important et qui risque d'augmenter avec la nouvelle vague de frappes que l'Ukraine vient de souffrir. Je voudrais aussi rapporter tout ce que fait le ministère des Affaires étrangères avec son centre de crise et de soutien, ce que font aussi les collectivités territoriales, le secteur privé pour acheminer 1000 tonnes d'aide humanitaire et de réhabilitation d'urgence. Vous avez vu cette opération à bateau sur l'Ukraine. Nous nous sommes aussi concrètement engagés pour répondre à l'urgence alors que les infrastructures critiques ont été frappées par les missiles russes. Nous participons également à la reconstruction de l'Ukraine, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi à l'identification des exactions et des crimes de guerre en fait qui sont commis par la Russie en Ukraine. Donc c'est à la fois un soutien militaire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi humanitaire. Voilà. Vous m'avez parlé de la France et de l'Allemagne et des différentes stratégies de policy mix, comme je venais de le mentionner au sénateur Pelva. Je crois à nouveau notre objectif est commun. À moyen terme, il est sortir des énergies fossiles et à court terme, il est effectivement de s'assurer que l'ensemble de l'Union européenne puisse non seulement être approvisionné, mais être approvisionné à des prix raisonnables. Vous avez vu la fabrication rapide de méthaniers, les accords qui sont passés à différents niveaux. Je crois que on a tous, et la multiplication des conseils extraordinaires de l'énergie le montre, absolument essayé de s'assurer à la fois au niveau national et au niveau européen. Et bien sûr, il faut faire les deux en parallèle, s'occuper de l'hiver et de l'hiver prochain et prévoir le moyen terme. Oui, nous demandons, et nous l'avons demandé, Bruno Le Maire l'avait d'ailleurs rappelé depuis, je crois, près de 9 mois maintenant, une réforme du marché de l'électricité à terme, qui est différente du découplage de court terme sur lequel je reviendrai. Et nous demandons aussi d'accélérer la sortie des hydrocarbures. Et d'ailleurs, l'Europe a relevé l'ambition de son objectif, puisque nous allons baisser nos émissions de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Vous m'avez également interrogé à ce sujet sur l'hydrogène. Et je vous remercie de cette question. Comme vous le savez, nous voulons que la France soit le leader de l'hydrogène décarboné et pour ça, nous devons investir massivement. Donc la France a mobilisé 7 milliards d'euros entre 2020 et 2030. Ce sont des investissements qui sont soutenus par l'Europe puisque le plan de relance européen NGEU va en couvrir 2 milliards. Et au niveau européen, nous allons avoir plus de 5 milliards qui seront mobilisés par le projet important d'intérêt commun
d'intérêt européen commun plus communément connu sous le nom de PIEC, comme vous savez, qui est sur l'hydrogène. Juste pour mémoire, la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné a été annoncée en septembre 2020. Comme je disais, il s'agit de 7 milliards d'ici à 2030. Et ce qu'elle vise, c'est le développement des filières de l'électrolyse, de la mobilité lourde à l'hydrogène, et évidemment de contribuer ainsi à décarboner l'industrie et les transports. Et je pourrais vous donner plus de détails si vous en vouliez. Vous avez également mentionné la situation économique et la crise économique et les risques de crise financière avec la remontée des taux. Je crois que juste quelques points là-dessus. Effectivement, les taux remontent, mais les taux ont été exceptionnellement bas depuis la crise souveraine de la zone euro. Et donc, en fait, là, on ramène les taux à des niveaux qui sont un peu plus en ligne avec la moyenne historique. Vous avez mentionné les risques immobiliers. La France bénéficie, comme vous savez, d'un système où les taux sont fixes en général dans l'immobilier, ce qui effectivement est une protection par rapport aux pays où les taux sont variables lorsque un ménage fait un emprunt immobilier. Vous avez mentionné les banques. Comme vous savez, depuis la crise financière de 2008, la réglementation bancaire a été considérablement renforcée et nos banques sont beaucoup plus solides dans l'Union européenne. Vous m'avez ensuite interrogé sur la communauté politique européenne. Et je pense que c'est le moment où il est probablement utile pour moi de rappeler, pour donner un peu de sens concret, je reviendrai sur d'autres questions qui m'ont été posées, les 7 projets concrets ou pistes de coopération concrètes sur lesquelles les membres de la communauté politique européenne vont plancher pour la 2e réunion qui aura lieu en Moldavie dans 6 mois. Ces 7 projets sont la protection de nos infrastructures essentielles, donc ce sont les gazoducs, les gaz, les câbles, les satellites, on a vu à quel point c'était important. Une stratégie pour mieux lutter contre la cybercriminalité, la propagande et la désinformation. Je crois que ça aussi, tout est vraiment essentiel, mais ça en particulier. Une stratégie intégrée en matière énergétique. Nous devons limiter nos dépendances et réduire les prix, également pour nos pays voisins, parce qu'on aura les mêmes soucis sociaux et politiques si cela ne se fait pas. Une politique commune de la jeunesse, et ça, pour le sentiment d'appartenance, et renforcer les coopérations entre nos universités, nos politiques éducatives, c'est renforcer une culture européenne qui va dépasser les frontières nationales. 5e, une politique intégrée en matière de gestion des flux migratoires, d'accueil et de lutte contre les réseaux de passeurs, qui sont des sujets d'intérêt commun à beaucoup des pays de la CPE. La mise en place d'un fonds de reconstruction pour l'Ukraine. Et puis enfin, des approches coordonnées sur les grands sujets régionaux comme la mer Noire, la mer Baltique, la mer du Nord ou le Caucase. Je crois que il y a un grand enthousiasme des pays de la CPE. Notamment, on a vu beaucoup de propositions pour tenir la prochaine réunion. C'est finalement la Moldavie qui le fera, ensuite l'Espagne et ensuite le Royaume-Uni. Mais ça témoigne vraiment d'un intérêt de travailler ensemble sur ces sujets communs, au-delà du politique. Vous m'avez ensuite interrogé sur l'Iran et les manifestations. D'abord, avec... permettez-moi de dire à quel point vraiment cette répression est inhumaine et nous touche. Avec toutes mes homologues ministres des Affaires européennes ou secrétaires d'État des Affaires européennes de l'Union européenne, nous avons signé un appel très très tôt au début de ces violences. Maintenant, effectivement, dès le 19 septembre, la France a condamné ces violences. Et puis, depuis 26 jours, la France continue d'être très active au Conseil des droits de l'homme, à Genève, dans toutes les enceintes internationales. Et nous le faisons dans tous nos échanges bilatéraux et à tous nos niveaux. Nous rappelons notamment que l'Iran a souscrit à des principes fondamentaux, notamment les principes du pacte relatif aux droits civils et les politiques des Nations Unies, et nous leur demandons de, évidemment, les respecter. Maintenant, vous allez me dire que ce n'est pas suffisant et vous aurez raison. Au niveau européen, nous sommes en train de finaliser des travaux pour sanctionner les responsables de cette répression. Ça va se traduire par des gels d'avoirs, des interdictions de voyager et
nous devrions avoir un accord en début de semaine prochaine, le 17 octobre, au Conseil des affaires étrangères. Enfin, vous vous êtes inquiété de l'état de droit en Pologne et en Hongrie. Et là aussi, je voudrais vous dire que nous continuons d'œuvrer et d'être vraiment très rigoureux sur cet état de droit. Nous aurons au Conseil des affaires générales très bientôt une audition de la Pologne et de ce qu'elle a entrepris pour assurer l'indépendance de sa justice. Et ensuite, nous avons donné à la Hongrie un petit peu plus de temps pour mettre en œuvre les engagements qu'elle a pris en ce qui concerne l'état de droit et notamment les mesures anticorruption. À nouveau, elle s'est engagée à faire des choses. L'engagement ne suffit pas. Nous voulons voir cela mis en œuvre nationalement. Et c'est pour ça que nous lui avons, quand je dis nous, Europe, donné jusqu'au mois de novembre avant de regarder ce qui avait été fait. Monsieur le sénateur Lourd, vous avez continué effectivement à m'interroger sur la communauté politique européenne et notamment sa taille. Je voudrais vous rassurer, merci, nous n'avons pas... l'idée n'est pas de prendre des décisions à 44 tout le temps. L'idée, c'est effectivement de favoriser le dialogue et les projets d'intérêt commun, mais ça peut être en bilatéral, en trilatéral ou en plurilatéral. Mais qu'ensemble, nous trouvions des chemins pour ancrer tous ces pays à l'Union européenne et son état de droit. Vous avez mentionné, mais ça a été très important que cet espace puisse aussi permettre un dialogue entre la Turquie et la Grèce ou entre la Turquie et Chypre, de la même façon qu'il y a eu un dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui, comme vous le savez, a conduit à la signature d'un accord qui permet l'envoi d'une mission européenne pour observer et rapporter au comité des frontières ce qui est en train de se passer entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En ce qui concerne le financement, vous avez raison, s'il faut des projets concrets, nous aurons besoin de financement. Tout n'est pas arrêté. Il y a plusieurs choses qui sont à l'étude. D'abord, il peut y avoir une contribution des organisations internationales, comme c'est le cas dans le cadre du G7 ou du G20. Il peut effectivement, on pourra aussi s'appuyer sur des programmes existants pour ne pas dupliquer et pour ne pas manquer des choses. Vous pouvez penser au partenariat oriental, par exemple, ou à d'autres projets qui existent aujourd'hui. Vous m'avez ensuite interrogé sur l'Europe de la défense. D'abord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, mais dans les avancées de la présidence française de l'Union européenne, il y a effectivement un cadre cohérent et ambition d'action de l'Union européenne avec la boussole stratégique, qui, comme vous le savez, est le premier livre blanc européen en matière de sécurité. Je crois que c'est très important parce que ça va définir à la fois ce que nous pouvons faire sur le moyen terme, mais aussi donner des orientations qui, effectivement, vont avoir des effets sur le court terme. Sur le court terme, l'Europe est parvenue à mobiliser les 2,5 milliards d'euros que nous voulons augmenter à 3 milliards, comme je disais, pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Mais avec cette boussole et les autres actions de l'Union européenne, nous allons aussi permettre d'encourager les investissements de défense et de rationaliser les différents engagements qui sont pris séparément par les nombreux États membres. Une question que m'a également posé, je crois, Monsieur le sénateur Gattolin et Monsieur le sénateur Guerriau. Vraiment, il y a une volonté de fournir de l'aide et de la formation des personnes, de permettre des augmentations de capacité, des achats de munitions et pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, puisque nous avons donné, mais beaucoup de petits pays ont aussi beaucoup donné à l'Ukraine. Et donc l'idée, c'est effectivement de reconstituer des capacités dans le court terme pour continuer de soutenir l'Ukraine, mais aussi de se permettre à moyen terme d'être plus efficace, plus rapide et d'avoir des instruments différents. Et enfin, et je crois que c'est le souci de tout le monde, et je voudrais juste le rappeler, ce n'est pas de la concurrence à l'OTAN, c'est une articulation avec l'OTAN, et quand on travaillera... Quand nous travaillons tous les deux en bonne articulation, les deux institutions, je crois que nous sommes beaucoup plus forts et beaucoup plus efficaces.
Monsieur le sénateur, vous avez mentionné l'énergie et notamment les recommandations du président qui ont trait, comme vous le savez, parce que les prix de marché immédiats sont plus élevés que les prix futurs. Donc, effectivement, il ne faut pas se caler sur les prix de marché immédiats. Et notre objectif, c'est de faire baisser les prix de l'énergie. Je crois que j'ai oublié une question sur les visages. J'y reviendrai. Je vous prie de m'excuser. De faire baisser les prix de l'énergie. Et c'est vraiment la direction dans laquelle que prend le Conseil européen. Laissez-moi juste vous rappeler que la présidence tchèque a dit qu'elle réunirait autant de conseils énergie extraordinaires que nécessaire pour arriver à cet objectif. J'espère que nous aurons quelque chose pour le 20-21 octobre, mais je suis confiante que nous aurons quelque chose de toute façon. Dans ces mesures, et comme je le disais tout à l'heure, il y a à la fois la réduction de la demande. Je voudrais répéter que c'est important parce que si on enlève de la pression sur la demande avec une offre constante, pardonnez l'économiste qui est en moi, mais ça fait baisser les prix et notamment les prix de marché puisque le signal est tout de suite perçu par les acteurs de marché. Donc ça, c'est la première chose, baisser la consommation et les stockages. En ce qui concerne la deuxième chose, je le rappelais tout à l'heure, il y a effectivement les mesures de solidarité pour s'assurer que nous aurons tous ce qu'il faut cet hiver et de diversification des approvisionnements. Et aujourd'hui, les discussions qui sont à l'œuvre, elles concernent effectivement directement la baisse des prix. Donc il y a plusieurs façons de faire ça et toutes ces options sont à l'étude, d'où la confusion que certains ont pu soulever parfois. On peut mettre des plafonds sur les prix du gaz importé de Russie. Nous l'avons fait sur le pétrole. Nous pouvons le faire avec eux. Des corridors, ça veut dire qu'au lieu de mettre un prix fixe, on va se situer dans une ligne parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes contrats européens. Nous pouvons faire la même chose, discuter de la même chose avec la Norvège, mais aussi avec d'autres fournisseurs tels que les États-Unis, dans la mesure où nous aurons des prix qui seront suffisants pour toujours attirer du gaz, et notamment du gaz naturel liquéfié en Europe, puisque la concurrence avec l'Asie, comme vous le savez, va être forte. Donc ça, c'est sur les plafonds sur les prix du gaz importé. On peut également mettre des plafonds sur les prix de gros dans l'Union européenne, à nouveau, pour faire baisser les prix du gaz. Et évidemment, ça va demander des subventions. Puis il y a le troisième sujet qui est celui qui est connu sous le nom de mécanisme ibérique, dans lequel on baisse le prix du gaz par rapport au prix de marché grâce à une subvention d'État. Et donc, le prix de l'électricité fabriquée à partir de ce gaz baisse naturellement. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de le faire en France uniquement puisque nous produisons très peu d'électricité à partir de gaz, comme vous le savez. C'est pour ça que nous portons une solution en européen qui aurait l'avantage de faire baisser les prix pour tous les Européens et donc éventuellement aussi les prix de l'électricité que nous importons.